à commencer, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde. Je souhaite aussi la possibilité que WAT continue de disposer du temps et des moyens de pouvoir organiser des cérémonies de ce genre-là, car je suis très heureux d'accueillir mon ami et collègue Yuri pour la première raison que j'ai déjà citée. La deuxième raison étant que Yuri est évidemment mon gamo, et mon gamo m'a amené tous les gamos importants que compte ce pays-là. Il me suffit de balayer le regard et ils sont tous là. Si vous les sortez du paysage au Sénégal des Gabons ou des tout couleurs qui comptent, il ne reste plus rien. Donc Yuri, merci beaucoup et merci chers membres de l'assistance. Vraiment c'est tout un plaisir de vous avoir et je tiens à renforcer ça. Je vous le dis toujours, si vous n'êtes pas là, ce que nous envisageons de faire ne saurait exister parce qu'on ne peut pas parler à soi-même et devant une salle où il y a 0 personne. Donc nous partageons ces moments de réflexion, ces moments de communion et je voudrais très sincèrement et très chaleureusement vous remercier. Ceux qui sont à la table évidemment sont des collègues de l'UGB et aussi de l'Université Cheikh Anta Diop. Je leur souhaite évidemment la bienvenue. Le professeur Ibadan Thiam, je vous l'ai déjà dit, il était mon directeur à l'école normale supérieure et par la suite aussi on s'est connu davantage. J'ai beaucoup de respect pour lui. Boubacar Diop est un ami et un grand frère et tous les autres, Yuri aussi, bon, on a échangé au niveau de l'UGP de temps à autre quand j'y allais. Voilà, donc on est en terrain connu et je voudrais tout simplement donner la parole à Monsieur le Président pour que le vrai débat commence. Merci tout le monde vraiment d'être venu. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Alors, Monsieur le ministre, je veux dire, messieurs les ministres, messieurs les députés, messieurs les professeurs, honorables membres de la famille de Thierno Souleymane Baal, monsieur le président du Forum civil, je voudrais, avec votre permission, monsieur le président de la Fondation Léopold Sédar Senghor, commencer par donner la parole à M. Mohamed Saïd Bouda, qui a écrit un ouvrage sur l'état des Almamies du Fouta Tooro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait beaucoup de plaisir que j'assiste à cette cérémonie. On commence par remercier d'avoir ce scène qui a accepté de joie de me recevoir. Deuxièmement, remercier mon ami et jeune frère, Dr. Birissal. Et remercier particulièrement la famille de Thierno Souleymane Baal. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer un travail que je considère fondamental dans notre projet de réorganiser notre société. Parce qu'on ne peut pas réorganiser notre société sans connaître là où vient cette société. Donc ça c'est fondamental. Deuxièmement, on parle de Cheikh Souleymane Baal, on ne peut pas parler de cet homme d'extraordinaire sans parler de Fouta Tooro. Et Fouta Tooro, comme décrit par le Dr Aliou Khatim, était un lieu de rencontre. Et par Oumar Ba, comme sous-titre un peu quand même provocateur, lié au carrefour de culture. Et par Madinatal comme lieu de passage obligé à cette époque. Donc Fouta Tooro constitue quand même ce passage
par lequel cette zone, qui est la Sénégambie, a reçu beaucoup d'influence, mais a beaucoup donné aussi. C'était ça notre force, de recevoir et de savoir comment donner. Malheureusement, je le dis franchement ici, entre intellectuels, entre des monuments de savoir, cette histoire a été falsifiée, a été camouflée. Parce que ceux qui ont hérité ou qui devaient hériter cette histoire et la transmettre ultérieurement ne s'identifiaient pas par rapport à cette histoire. Ça posait un problème. Ce qui nous a empêché pendant longtemps de découvrir cette page de notre histoire commune. Deuxième élément, quand Mamadou Rissal essaye de découvrir une page de notre histoire, je crois que c'est fondamental aussi, parce que Mamadou Rissal constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau type d'intellectuel qui essaie de revenir sur eux-mêmes, qui essaie de s'identifier par rapport à ce qui a toujours fait le Sénégalais, ce qu'il est aujourd'hui. Troisième élément, l'importance de ce travail ne se situe pas seulement sur son contenu historique, mais surtout parce qu'il pose des questions, des bonnes questions. En feuilletant les pages de ce livre, facile à lire, facile à comprendre, mais difficile à cerner, comme tous les bons livres. Il pose en terminant 5 questions fondamentales. Bon, je crois qu'aujourd'hui, si, en remerciant, en passant le professeur Ibader Thiam avec son équipe qui essaie de réécrire l'histoire du Sénégal, si aujourd'hui nous sommes sincères pour essayer de revoir le chemin par lequel le peuple sénégalais doit passer pour aller vers l'avenir, moi je crois quand même qu'il faut poser ces questions et trouver des réponses qu'il faut. Voilà, grosso modo, ce que je trouve intéressant dans ce travail de Mamadou Rissal. Mais on ne peut pas comprendre Cheikh Souleymane Baal, on ne peut pas comprendre l'importance de ce livre si on n'essaie pas de revisiter l'état des Almami de manière globale. Parce que l'état d'Almami ou des Almami constitue, à mon avis, un pan historique, ce n'est pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute la zone de l'Ouest africain. Maintenant, il y a 3 clés qu'on doit utiliser pour comprendre aussi l'état des Almami, ou comprendre ce qui s'est passé dans cette zone. Il faut d'abord remonter l'histoire et aller voir les Mourabitines, et surtout inciter sur Wardiabi. Ensuite, revenir voir ce qui a été le mouvement de Shamsuddin. Ensuite, maintenant, aller vers les Almami, en passant par Abdelkader, 30 ans de pouvoir, fondé sur des principes cardinaux sans lesquels il ne peut pas y avoir la démocratie. Et c'est notre cheval de bataille aujourd'hui. La démocratie consolidée, la démocratie agissante. Ça, si on essaie de voir sous cet angle notre démocratie, notre démarche vers la démocratie consolidée aujourd'hui, je crois qu'on verra que l'état des Almami constitue quand même une source intarissable. C'est ici l'intérêt de la question fondamentale qui a été posée par Mamadou Rissal en disant que est-ce que notre réforme prônée aujourd'hui par les autorités, accompagnée par les intellectuels, pourra aboutir, et si on laisse derrière tout cet héritage? Voilà une question fondamentale. Permettez-moi, en tant que plateforme, de dire quelques mots à mes amis et à mes frères, malgré, je sais, bandera de Mintiaminion, amin belti tawede nde jolle jande yaande mawde telti hilifa mental kan gandal e duuɓe e diine nan ɗo jooɗi amin mbi wona min belti nde jonde telti o gorko laɓaɗo ko haala mum haalete
won Ceerno Souleymane Racine Bal kelnoɗo muuɗo horma ɓooyi ko fonnode ɗe jonde walla jonde mbaɗi defte mbaɗi windere makko mboɗo wawi wiide Sénégal ne jibini worɓe ha keewi kono mo hono kone pamɗi hen ko goto goto limete hen sa lemi worɓe nayo joyi e nder sappo e nder Sénégal walla diwan o aɗa nawi hono makko on gorko noon foti andede wonko heeɓen noon ñaw keɓɗo en wonde keɓɗen koye men walla nde wiya en keeɗi koye men nde on saaga heɓnoɓe guinol leydi ndi walla diwan o ɓe jeyano asko muɗumen ne gaskitino e Thilo e Souleymane Bal e mbaɗo no muɗum ɗum addani caɗele ɗum woni ɓe gubbi ha luggiɗi ko Ceerno Souleymane Bal wonno e woɓɓe ko banno ɗum noon hande so tawi ko gonga men eɗen jiiɗi matade e leydi ndi eɗen jiiɗi wontude koye men eɗen jiiɗi rumjude payede yesso aɗa sago gassen caggal meɗen ɗen ko wono toon ko koɓe gawno ha fuɗi ko ɗum aɗa sago yencine ɗum noon wawa ka famen so tawi jentos en duttake Salahuddin en duttake Dormora Belden War Diaby e ko addi ɗumen e caggal ɗum de almaɓe ɓe gari ko ɗacce e nder diwan hen ɗum ɗo fof noon koma janggen pelliten andude ko koyemen goppen jiggade woni goppen ko andude men istinsah tarihi woni colonnage jiggoyade neɗɗo jiggoyta ko tawa ene jogui ko basɗo jiggoto eɗen jiggo wiyete colonnage intellectuel colonnage culturel woni istinsah sakafi ɗum moƴƴani no noon ɗum noon ndeɗo jonde eko wayni binduɗo o eɗen jettamo eɗen jetta walluɓe ha deftere nde yalti eɗen jetta dendagal bandiraɓe notiɓe nder dal ndur bandiraɓe on jarama. Je vais à présent passer la parole à M. le professeur Babacar Diop Bouba, qui a été le préfacier de cet excellent ouvrage. Merci, professeur Badel. Je commencerai par dire que c'est un grand honneur d'avoir été saisi par mon collègue, frère, ami, un camarade, Rissal, pour faire la préface de son travail. Monsieur le ministre, chers collègues, je commencerai par faire deux aveux. Je n'ai pas demandé à Ouri l'autorisation. Vous savez, un ouvrage a une histoire. C'est que pendant les vacances, je ne peux même pas parler de vacances, parce que nous, à l'université, on n'a plus de vacances. Vous savez très bien. Donc, pendant l'hivernage, Yuri est venu avec 2 livres à publier. L'un porté sur l'enseignement de la langue arabe et l'introduction de l'islam au Sénégal. Si je me trompe, en fait, je n'ai pas le titre exact, mais je sais que le contenu c'était ça. Et l'autre sur, effectivement, Ceerno Souleymane Bal. J'avais compris que pour lui, celui qui devait sortir le premier, c'était celui-là. Bon, c'est le premier aveu que je vous fais, peut-être qu'il développera des raisons. Parce que l'autre également est prêt. Mais je crois qu'il a des raisons qui ont fait qu'il a voulu coûte que coûte que ce travail-là paraisse d'abord. Le deuxième aveu, c'est quand Yuri m'a demandé de faire la préface, j'ai tellement enthousiasmé par le produit que j'ai failli faire un texte aussi long que son livre. Alors je lui dis, Yuri, moi je ne peux pas savoir exactement ce qui t'intéresse, je te donne le choix. Tu vas faire des coupes et puis tu vas prendre. Donc ce que vous voyez là, c'est lui qui a choisi ce qui doit figurer. Ça c'est le deuxième aveu. Maintenant, pour la suite, j'ai dit dans la préface que ce travail a un triple intérêt pour moi. D'abord, il contribue à renforcer une dynamique en cours, le projet d'histoire générale du Sénégal sous la direction du professeur Ibader Thiam. Le professeur Ibader Thiam m'a fait l'honneur également de me prendre ses côtés pour être son adjoint dans cette entreprise avec Mme Rokhaya Fall, donc pour soutenir effectivement l'équipe.
que le produit que Yuri nous livre aujourd'hui nous aide, parce que il faut, et on a eu des débats très complexes pour savoir est-ce que c'est le travail seulement des historiens des métiers ou est-ce que d'autres collègues doivent venir apporter leur contribution. Et Yuri a démontré, parce que lui c'est un professeur de mathématiques, et un professeur de mathématiques qui nous offre ce produit. Et je suis très content parce que c'est le professeur Cheikh Anta Diop, on en a parlé tout à l'heure. Cheikh Anta me disait dans son bureau que l'histoire, c'est pas seulement l'affaire des historiens. Et que l'histoire doit être enseignée dans toutes les facultés, dans tous les départements à l'université. Ça, c'était le point de vue de Cheikh Anta Diop. On l'a répété, je suis sûr qu'il l'a dit, il sera à d'autres personnes. Alors, donc, cette production de Yuri illustre une des vocations des universités, celle d'être un lieu de partage, d'échange. Le produit est révélateur de la multidisciplinarité des véritables universitaires qui doivent allier sciences théoriques et pratiques, sciences dites exactes, sciences naturelles, physiques, médicales, sciences environnementales, agricoles, sciences dites humaines, littéraires, sciences musicales, juridiques, etc., sciences politiques, sciences économiques, sciences anthropologiques, religieuses, sociologiques, sciences de l'information, de la communication, sciences de la médiation, sciences de la gouvernance. C'est ça une véritable université. Et j'en profite pour dire que Cheikh Anta et Senghor, puisqu'on en parlait tout à l'heure de grandes figures, ont eu des points de vue très intéressants sur ces questions. Je suis en parenthèse de M. Ball, que dans le dernier ouvrage de Cheikh Anta, Civilisation ou barbarie, Cheikh Anta a émis quelques hypothèses sur l'origine du nom Ball. Je suis très curieux d'avoir votre point de vue. Parce qu'il a posé un certain nombre de problèmes, justement, en liant la préhistoire, l'histoire moderne et contemporaine. Donc, je crois que c'est bien qu'on voit son point de vue. Mais je reviens à la question des universités. Le président Senghor, en voulant créer l'université où tu exerces aujourd'hui, parce que moi j'étais étudiant, en 1975, Senghor voulait d'abord envoyer là-bas les enseignants de la faculté des lettres, des sciences humaines et les enseignants des sciences juridiques et politiques, parce qu'il pensait que ce qui créait le plus de troubles à l'université, c'était ces gens-là, et que Dakar, il fallait réserver ça à la médecine et aux sciences dites exactes. Heureusement qu'il a évolué, il a changé de position, et puis les enseignants ont résisté. Les professeurs qu'ils étaient et les enseignants ont formé un bloc, et le président Abdou Diouf a ouvert l'UGB comme une université normale avec ses facultés, les sciences dites exactes et les sciences dites humaines. Donc Yuri est vraiment l'exemple type de ce qu'il faut dans nos universités. Ça, c'est donc une des raisons. La deuxième raison, c'est que le produit est d'une grande utilité. La figure choisie par Mamadou Yuri est à la fois un érudit, un visionnaire, un stratège et un tacticien. Parce que, sur ce plan-là, le choix est très intéressant. Et la première fois, moi, que je me suis intéressé au personnage, fut une réflexion sur l'histoire de la démocratie au Sénégal. Et en lisant les contributions du président Mamadou Dia, c'est la première fois que j'ai vu une réflexion systématique sur la démocratie au Sénégal, la révolution, mais au Fouta. C'est à ce moment que je vais commencer, moi, à lire beaucoup plus attentivement. Pour dire donc que le livre historique, professeur, l'avènement de l'islam doit être considéré comme une grande rupture dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs. Hein. Dans l'histoire générale de l'Afrique, le professeur Ibader est un des rédacteurs. Quand il fallait faire les 8 volumes, comment séparer l'Antiquité des autres périodes, là où il y a consensus entre Européens, Africains, Chinois, je crois, Japonais, tout le monde, c'est que l'irruption islamique constitue une rupture dans l'histoire de l'humanité. Il peut y avoir des divergences sur les autres périodes, mais qu'est-ce qui fait la différence entre les anciens temps et les nouveaux temps?
crois que dans le projet d'histoire générale, on a accepté que l'éruption islamique est un fait majeur. Donc les défis qui sont la paix, les libertés des commerces, l'avènement des pouvoirs légitimes ou non, la préservation, la protection de l'environnement, l'articulation de la foi et des progrès scientifiques sont analysés dans les sociétés musulmanes. Je ne vais pas développer, sauf si dans le débat, on revient là-dessus. Mais j'ai signalé, dans le papier que j'avais donné à Yuri, 2 repères importants. Le premier repère, c'est à partir même du Coran. La sourate 108, Al-Kawthar, la balance pose des questions extrêmement importantes sur la question de l'abondance et comment gérer. Donc, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus, on aura l'occasion de revenir. Et le deuxième texte que j'avais donné à vous, c'était également l'imam Ali, la voie de l'excellence, la question de la bonne gouvernance. Qu'est-ce qu'un musulman peut considérer comme étant de la bonne gouvernance? Ça, il y a des textes. Je crois que si le débat le permet, on pourra y revenir longuement. J'avais développé ces points de vue dans l'action islamique de 2007 et j'en profite pour rendre un hommage au doyen Sireli qui animait à l'époque ce journal et qui m'avait invité lors d'un congrès à ce niveau. Je vais conclure. Il faut dire que les questions continueront d'être agitées au Sénégal. Les écrits du président Dia sont à ce niveau très illustratifs. Je crois que le doyen Cheikh Touré, à l'époque aussi, avait beaucoup écrit, je me rappelle, hein, même si Sidi Lamine, aujourd'hui, ne développe plus ses thèses à Corbeil-Bâche, mais à l'époque, dans les années 80, je me rappelle des débats très complexes qu'on avait avec Sidi, au CESTI, en face des étudiants, pour savoir qu'est-ce que c'est que l'État islamique et comment il faut avancer. Mais je vois que ces questions vont revenir de toutes les façons de temps en temps. Et j'affirme, pour conclure, que mon point de vue, c'est que le succès ou l'échec des acteurs musulmans ou non musulmans, du reste, en politique, dépend surtout de la formulation des alternatives qu'ils proposent et de leur adéquation aux préoccupations des populations. Je vous remercie. Monsieur le directeur du VAR, je saisis l'occasion qu'il m'est offerte pour vous exprimer au conducteur toute ma reconnaissance et mon admiration pour votre disponibilité, votre ouverture. Vous êtes toujours à la disposition des intellectuels sénégalais, des chercheurs, des écrivains. Et votre maison est devenue aujourd'hui une référence. Je voudrais vous féliciter du cœur et souhaiter que vous puissiez avoir tous les moyens dont vous avez besoin de excellence qui vous honore au nom de l'université sénégalaise. L'auteur de l'ouvrage pour le lancement duquel nous sommes réunis peut être décrit comme un universitaire complet, un chercheur sémillant, productif, milieu de tout ce qui concerne la science, doté par Dieu de qualités exceptionnelles, puisqu'il est polyglotte, versé aussi bien dans les sciences arabo-islamiques que dans la langue française, maîtrisant le Pulaar et le Wolof, connaissant de manière exhaustive la culture africaine et animé surtout d'un patriotisme élevé, d'un amour passionné pour notre continent et d'un esprit d'ouverture, de dialogue et de quête permanente du savoir. Homme de synthèse, Mamadou Boury Sall incarne par ailleurs la modernité en sa qualité de chercheur enseignant en modélisation mathématique, système informatique et application informatique, ce qui signifie qu'il est à la fois un spécialiste des sciences humaines et des sciences exactes. Il participe activement à la rédaction de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, au sein d'équipes scientifiques qui apprécient toute sa vaste culture et son sens des relations humaines. Lorsqu'un savant de cette dimension s'intéresse à une figure historique de la dimension exceptionnelle
dont la saga a marqué l'histoire du monde noir d'une pierre indélébile, le résultat d'une telle rencontre ne peut être qu'une œuvre de haute facture et une contribution éminente à la glorieuse histoire du peuple foutanké, à celle de la Sénégambie tout entière et à celle de tout le monde noir. Originaire lui-même des Dara, Mamadou Yuru Sall a été formaté dans ces écoles traditionnelles de notre sous-région selon les principes d'éducation et de formation qui lui ont permis d'acquérir non seulement le savoir, mais aussi le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir communiquer, qui permettait à ces structures d'éducation traditionnelle de fabriquer des sujets formés et informés, enracinés dans leur milieu, revêtus des qualités morales et des comportements sociaux indispensables à la vie en société, éveillés à une morale du devoir et à une philosophie de l'action, des ouvriers du développement capables de combiner la théorie et la pratique, la réflexion et l'action, le conceptuel et l'opérationnel. Ce sont les Dara qui ont permis à notre société de résister victorieusement au processus d'occupation territoriale, de domination politique, d'exploitation économique et d'aliénation culturelle que le colonisateur avait mis en place. Lorsque le processus de la conquête a été amorcé, Faidherbe de 1855 avait défini la doctrine française contre les porte-drapeaux de l'enseignement arabo-islamique de la manière suivante. Les nouveaux ennemis que nous allions avoir à combattre sont les plus redoutables de tous. Les guerres de religion sont impitoyables et le fanatisme inspire un courage qui ne recule devant rien, puisque pour ceux qui en sont animés, la mort elle-même est regardée comme un bien. Fin de citation. Lui faisant écho, Gladstone avait, dès la fin du XVIIe siècle, du XIXe siècle, averti le monde occidental, je le cite, « Aussi longtemps qu'ils obéiront au Saint-Coran, ils nous résisteront. Nous devons donc les en détourner. » Fin de citation. Si bien qu'Omar Ba, conservateur des archives, après avoir travaillé 48 années successives sur les relations entre l'islam et le colonisateur, avait eu et avoir eu entre les mains des milliers de dossiers, n'a pu s'empêcher d'écrire dans sa petite histoire du Sénégal au jour le jour qu'aussi paradoxal que cela puisse être, l'ennemi n'était plus le Kédo, buveur d'alcool, je cite, et provocateur de désordre, de violence et d'instabilité, mais le marabout, défenseur des valeurs morales, religieuses et ethniques, dont il fallait faire table rase avant d'asseoir l'ordre nouveau. Aussi, dès que l'un d'eux était pris, il était exécuté et brûlé devant ses talibés. Rares ont été les marabouts qui, après avoir été arrêtés, ont eu la chance d'être déportés à Grand Bassam, en Guyane ou à Madagascar. Voilà pourquoi, entre 1865 et 1860, les colonisateurs français avaient posé une série impressionnante d'actes majeurs visant tous à provoquer la faillite de l'enseignement arabo-islamique et l'extinction systématique des Dara. Ces actes furent datés de 1855, 22 juin 1857, 1er octobre 1857, 1870, 1872, 1887, 1893, 1903, 1895, 1902, 1906, 1914, 1923, 1924, 1925, 1927, 1928, 1960. Ces textes prescrivaient que tous les enfants âgés de 12 ans devaient obligatoirement fréquenter l'école française, que le nombre de marabouts de couleur ayant droit à une coutume devait être réduit de moitié, de 40 à 23, qu'aucune école coranique ne devait recevoir plus de 250 élèves, que l'ouverture d'une école coranique était conditionnée par l'obtention d'une autorisation préalable, que l'importation des livres du Saint-Coran imprimés était interdite. Ce fut le cas jusqu'en 1885.
qu'un bureau politique serait créé pour censurer tous les ouvrages commandés par des marabouts, des mécènes ou des libraires provenant des pays arabes au nom de la lutte contre le pan-islamisme. Que les arabisants qui ne savaient ni lire ni écrire le français devaient être déclarés illettrés. Que chaque école coranique devait avoir un registre en français, dont le double devait être envoyé au directeur de l'intérim chaque trimestre. Que le candidat à l'ouverture d'une école coranique devait subir un examen en langue arabe sur la base de critères définis par l'occupant. Que l'ouverture d'une école coranique ne pouvait plus être décidée que par le gouverneur et par personne d'autre. Que les écoles coraniques devaient recevoir des inspecteurs envoyés par les Français pour les évaluer. Qu'il serait créé une médersa selon le modèle algérien pour former des arabisants soumis aux colonisateurs. Qu'au même moment, le système colonial devait créer un corps d'interprètes arabisants pour contrôler les daras. Ce fut le cas de Mokhtar Ould Khatari, 1924-1927, Ayoub Mansour, 1923-1925, Touradi Kamara, 1928. Des officiers français et des fonctionnaires d'autorité étaient en plus initiés à l'islam pour le bien connaître afin de le mieux combattre. C'était le cas du lieutenant Montezère, du capitaine Carder, qui sera d'ailleurs nommé commissaire au pèlerinage en 1952, de la mission Mangin au Nigeria en 1952, de la mission Nakash sur le pèlerinage de Fès, de Paul Marty, auteur d'études sur l'islam sénégalais. La construction des mosquées était assortie de conditions draconiennes. Pas de quête, pas de subvention, pas de dons. La construction de mausolées devait également être réglementée puisqu'il n'existait pas, pour qu'il n'existe pas de lieu de mémoire susceptible de galvaniser les esprits et de fortifier les consciences. Le pèlerinage à la Mecque était soumis à une réglementation difficile à surmonter. Tout candidat devait verser une caution avant d'être autorisé à partir. Les pèlerins étaient surveillés sur place par des agents stipendiés chargés de rendre compte de tous leurs propos, faits, tests et contacts. Aucun converti christianisme à l'islam ne pouvait participer au pèlerinage à la Mecque. Aucun musulman ne pouvait devenir citoyen français s'il ne renonçait à sa religion. Que dans l'école du père Lieberman, les élèves musulmans étaient obligés de changer de prénom en prenant un prénom chrétien. Les musulmans et l'islam étaient exclus du champ culturel défini par l'Occident. Ils étaient diabolisés à travers les concepts de Moor, de Sarrazin, d'infidèles, de Mohammedan, la légende de la chanson de Roland, la geste de Charles Martel à Poitiers, était fabriquée de toutes pièces en falsifiant l'histoire répandue et enseignée dans les écoles. Au même moment, des savants musulmans comme l'imam Abou Bakr, Omar Ben Khattab, Ousmane, Ali, Al-Shafi, Ahmed ibn Hanbal, Imam Malik, Bukhariou, Muslim, Al-Tirmizi, Al-Ghazali, Ali Marfal, Mam Maram Baké, Thierno Souleymane Bal, Imam Abdou Khadr Khan, Alpha Mayoro Wele, Elhadj Omar Foutiyou Tall, Elhadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Bou Kounta, Elhadj Abdoulaye Niass, Cheikh Abba Sall, Cheikh Moussa Kamara, Serigne Mbacké Bousso, Thierno Amadou Dème de Sokone étaient exclus des programmes d'enseignement. Des spécialistes du droit comme Al-Khadir, Mohamed Iqbal étaient ignorés des apprenants. Il en était de même des spécialistes du droit foncier comme Youssef Yahoub, de l'ONI romanchi comme Ibn Sina, de l'histoire avec Ibn Hisham Tabari, de la médecine avec Ibn Sina, de la chimie avec Razi, des mathématiques avec Al-Khawarizmi, Omar Khayyam, de la sociologie avec Ibn Khaldoun. Les sujets formés dans les écoles arabo-islamiques sont presque exclus des fonctions d'autorité dans l'administration, la police, la gendarmerie, les douanes. Le professeur Mamadou Ndiaye a écrit « Ce n'est pas seulement l'arabe en tant que langue qui provoque préoccuper le système colonial, mais aussi et surtout en sa qualité de langue véhiculant une religion. L'islam avait sa propre manière de concevoir la société, ses obligations et ses intérêts. Elle avait aussi mis sur pied un statut des non-musulmans, notamment les gens du livre. » Fin de citation. Il fallait donc lutter pour réduire aussi bien le nombre des écoles coraniques du Sénégal
que pour limiter l'expansion de l'islam et défavoriser son impact dans la société sénégalaise. C'était l'un des objectifs les plus importants de l'administration coloniale qu'il fallait à tout prix atteindre. Après l'indépendance, intervenue en 1960, la plupart de ces interdits demeurèrent en l'état. Il y a eu peu de changements. L'intermède symbolisé par Mamadou Dia fut de courte durée. Les cours d'arabe dans les écoles avaient lieu après 17 heures. N'étaient pas pris en compte dans le cursus ni au CEP ni au BPC. Les enseignants arabisants n'avaient pas de plan de carrière. Ils étaient exclus des fonctions de directeur d'école, de surveillant général, de censeur, de proviseur. Ils n'étaient représentés ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni au gouvernement, ni au Conseil économique et social, à quelques exceptions près. Si bien que des hommes comme Mamadou Yuri Diallo, sont de brillantes exceptions qu'on pourrait qualifier de miraculeux. Et c'est pourquoi le travail qu'il nous a présenté constitue un exemple qui mérite d'être salué et son auteur sublimé. Il appartient à la même école que Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal devait être non seulement connu, mais enseigné et étudié dans le monde entier. Car il incarne mieux que nombre de figures emblématiques du monde entier l'idéologie des Lumières qui a si profondément marqué l'humanisme universel. Issu des écoles coraniques du Fouta et de l'université de Pire, épris de dignité, de justice, de courage, de patriotisme, pénétré d'un esprit de responsabilité et d'un sens du devoir hors du commun, maîtrisant parfaitement la géopolitique de la sous-région et les défis du XVIIIe siècle, il était un stratège averti, un tacticien habile, qui s'est entouré d'une équipe de compagnons aussi sûrs que déterminés que l'étaient les Sahaba du prophète, paix et salut sur lui. Il connaissait l'histoire de l'islam et celle des hadiths. Il maîtrisait la sunna et les textes sacrés. Il connaissait également les révolutions islamiques qui s'étaient développées dans le Gadiaga, dans le Bundu, dans le Fouta Jalon. Il maîtrisait parfaitement les mouvements réformistes qui s'étaient manifestés dans la Sénégambie depuis l'apparition de l'islam au 8e siècle. Il était un homme de vision, un homme de terrain, à l'écoute de son peuple, un guide désintéressé, sur lequel le pouvoir n'avait aucune prise, un guide intègre et honnête, hostile à la domination et à l'oppression sous toutes ses formes. Il a réussi à mobiliser son pays contre les dominateurs étrangers, provenant aussi bien du sud que du nord, et à libérer le Fouta de la colonisation africaine. Thierno Souleymane Baal comprit très tôt que l'humanisme islamique ne s'accommodait pas de la persistance de l'esclavage et de la traite négrière. Et c'est pourquoi, après avoir libéré son pays de la domination des Peuls et de celle des Maures, et supprimé les liens de vassalité qui les incarnaient, tels que le Modou Arma, dont pour les premiers, il met fin à l'esclavage et à la traite négrière et dota le Fouta d'une assiette électorale sécurisée avec des frontières bien définies. D'un gouvernement s'inspirant des principes du Saint-Coran, appelé Imama, dont il refusa la présidence pour prouver à tous qu'il n'était pas intéressé par le pouvoir. Il instaura un commandement démocratique, juste, équilibré, soucieux de justice et de paix, fondé sur le pardon, la réconciliation nationale et la solidarité. Il mit fin à la violence, à la tyrannie, à l'oppression, à la corruption, au trafic d'influence, au régime dynastique et proclamant l'obligation de l'alternance par la limitation des mandats à 2 et ce dès le XVIIIe siècle. Il fut à ce titre le père indiscutable de l'alternance démocratique et de la limitation des mandats, bien qu'on ne le cite jamais sur cette question. Il institua une justice admirable, fondée sur l'accès gratuit de tous aux tribunaux musulmans et la possibilité pour chaque plaignant de se faire entendre et de recourir en cas d'insatisfaction à des instances d'appel. Il fut le précurseur de la décentralisation. Il fut le précurseur de la gratuité de l'enseignement. Il fut le protecteur des pauvres, des faibles, des déshérités, orphelins, enfants, vieillards. Il institua la bourse de sécurité familiale bien avant le Brésil. Il fut le protecteur des lettres, des lettrés et des savants. Il fut le précurseur de la bonne gouvernance et de la méritocratie. Il fut le précurseur de l'élection juste,
sincère, démocratique et apaisée. Sa révolution de 1776 a précédé la révolution d'Haïti, qui n'a pas réussi à instaurer une société juste, démocratique et égalitaire. La révolution Lébou, qui a conservé un régime presque monarchique, fondé sur la dévolution dynastique du pouvoir, et domine incontestablement le XVIIIe siècle, mieux que ne l'ont fait les révolutions anglaises et la révolution française, qui n'ont pas supprimé la colonisation, mais aussi la révolution américaine, qui n'a pas réussi à vaincre l'inégalité, l'esclavage et l'exclusion des Noirs, quels que soient par ailleurs les mérites indiscutables de ces différentes révolutions. Thierno Souleymane Baal a démontré que la démocratie n'était pas étrangère à l'Afrique. Il s'inscrit dans la tradition des principes définis par les Égyptiens anciens, dont parle le livre de Marc, la gouvernance du négus chrétien Nagashi, sur qui le prophète Mohammed a porté un jugement élogieux en 617. La gouvernance des 4 califes Rachidoun, modèle de vertu, de droiture, d'intégrité et de probité, mais aussi à travers la charte du Mandé de 1236 qui institua une société d'ordre, de paix et de stabilité. Au nom de tout ce qui précède, M. Mamadou Yoroussal et les presses universitaires de Dakar, à travers cet opuscule, ont rendu à notre pays un inestimable service. Au moment où, dans un article qui a consacré de nombreuses pages à la mort de Marc Bloch, article intitulé Le supplicié numéro 14, Histoire générale, l'histoire science du changement, Peter Schutter du CNRS, directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent, qui prépare un livre sur l'épistémologie de Marc Bloch. Après avoir publié en 2001 Marc Bloch et les crises du savoir, annonce le retour de l'histoire politique et de la biographie en France et dans le monde, à la page 14, numéro 404, octobre 2014, de la revue Histoire, portant le titre 200 ans de révolte ouvrière. C'est pourquoi je voudrais terminer en félicitant l'auteur très sincèrement et en souhaitant tout le excellent travail qu'il nous a présenté. Un travail clair et facile à lire, entre dans tous les foyers pour que notre jeunesse se l'approprie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Un petit intermède musical, me dit-on, avant qu'on ne passe la parole à la famille de Thierno Souleymane Baal, et après à l'auteur. Haki mango malango pali mali gai siri mali gar kitillere lo juweli ngara dewu ganke tillere lo juweli ngara hammadi ge to iflambo la jamme jalore gisabai palimba Luka kudiko boya mina ida Dan lumbe baba ya lumbe Amadou Sidi Malik ta ko dewe debe bo choy Wele dawal gade ga fo jinne
Yowan wayano horwan warano ilamtor Sarala ko jamdi daba bundio Soli loba busani mamoya Wilau sambalawa miri Bole jamule no kushe Sarala ko jandi daba kulio Sungalo ba busani Eyo Anabiyala ko yetama Mieti nene mieti baba mieti bandamen Hadini de lamtor Eyo aha lele Merci beaucoup. Féliciter Ngari là où je vais lui donner ma chemise, mais il me remet ça après. Oh oui, il me remet ça après. Mais je voudrais que le texte du professeur Ibader Thiam ne passe pas inaperçu pour les points que voici. Je ne me mêle pas de politique ou de quoi que ce soit d'autre, mais je crois que si on avait essayé d'avoir l'intermédiation du professeur Ibader Thiam avec un texte pareil, on aurait trouvé un terrain d'entente pour ce problème de la modernisation des dames. Ça c'est évident. Alors est-ce qu'il va le faire? Est-ce que je ne sais pas, mais en tout cas, cette question des daras se trouve résolue ici. Ce qui s'est passé à Paris et qui fait beaucoup de bruit actuellement, on peut comprendre ça sans peut-être le justifier, mais on peut le comprendre en lisant ici. Le combat de tous les jours des arabisants dans ce Sénégal-là, qui estiment qu'on les prend pour une portion congrue, mais tout cela se comprend ici. Ce que je dis donc, je vais demander au professeur de nous permettre d'avoir la version électronique du texte, et chacun d'entre vous, vous avez notre adresse email, et si le professeur permet, si vous voulez avoir la version électronique et garder le texte, et s'il le permet, nous allons vous l'envoyer. Merci professeur. Voilà, la chemise. La chemise, ah oui. Je vais le voir après, je vais voir. Avec les corrections, on envoie ça. Alors, je vais maintenant passer la parole au représentant de la famille de Kerno, Suleiman Bar, venu directement du Kouta. Voilà, merci monsieur le professeur. C'est le professeur Amdoulabi ici, donc au nom de la famille de Thiam Suleiman Bar, qui est composée de Racine Suleiman Bar, de Amdou Bar, de Oumar Fi et de Modou Dia. Nous vous remercions. Et nous remercions aussi M. le professeur Ibader Thiam qui est en train d'accomplir un travail énorme. La dignité et la grandeur d'un peuple se traduit par les équipes. C'est ce qui reste. Quant au docteur Mamadou Sall, nous n'avons pas de mots pour le remercier. C'est récemment qu'il a été décidé à Bodé qu'une délégation va venir assister ce jour, qui est un très grand jour, qui était attendu aussi par l'ensemble de la famille de Thierno Souleymane Fall.
j'avoue qu'il est extrêmement difficile de parler après monsieur le professeur Iba Der Thiam qui a vraiment exposé ce qu'était Thierno Souleymane Baal. La venue de la délégation, ce n'est pas de vraiment parler un peu de Souleymane Baal, mais c'est de venir confirmer ce que dit le docteur Mamadou Sall. Thierno Souleymane Baal, comme tout le monde le sait, c'était un visionnaire. Dans sa vision, comme aussi aujourd'hui monsieur le professeur Iba Der Thiam est en train de le faire, avait tout écrit. Et la chance que nous, on avait tout gardé. Donc on a tous les écrits de Thierno Souleymane Baal écrits de sa propre vie. Donc une partie qu'on a décidé d'amener présenter ça ici à monsieur le professeur Iba Der Thiam et à monsieur Mamadou Sall. Et c'est des livres qu'il a écrits. Il a aussi dit comment il les a écrits. Il y a des livres où il dit que j'ai grillé du maïs, je l'ai pilé, j'ai mélangé avec du charbon, j'ai écrit le tout, je l'ai protégé avec des peaux de chameau. Bien conservé, ça peut durer là. Donc, les livres aussi dont il parlait, comment il gérait à l'époque le Fouta, avant de nommer un imam, l'imam devait remplir un certain nombre de qualités. Il devait être sincère, honnête, ça c'est écrit, on a les livres ici. L'imam devait déclarer ses biens, les moutons et les vaches. Chaque année, il devait les compter. Et quand on voit que ça augmente importantement, cet imam doit être écarté du pouvoir. Quand l'imam devient très vieux et qu'il n'arrive plus à assumer les fonctions, il conseille à l'imam aussi de s'écarter. Et quand on voit aussi que l'imam voulait faire en sorte que son fils a profité du pouvoir, il fallait aussi de le mettre à côté. Et Thierno Souleymane Baal avait des vertus, comme a dit M. le professeur Iba Der Thiam, il fallait protéger les enfants, la femme, les femmes et les vieillards. L'exemple, le beau exemple que j'ai trouvé dans ses écrits, c'est quand il a vaincu Ormo, on lui a proposé des terres de Dagana à Bakel. Sa réponse était que vous avez des femmes, ces femmes auront des enfants et ces enfants auront besoin des terres. Donc si vous me les confiez, qu'est-ce qu'on va devenir de cette génération? Donc moi je suis de Bodé-là, donnez-moi des terres à Bodé. Ce qui justifie aujourd'hui les 2 tiers des terres à Bodé qui nous appartiennent. Donc Thierno Souleymane Baal est quelqu'un qui a beaucoup fait, qui a beaucoup écrit, on a plus de 150 livres, qu'il a écrit lui-même, que nous on a conservé, et qu'on n'a jamais voulu sortir parce qu'on pensait qu'il fallait bien réfléchir. Je veux juste peut-être faire une petite historique de Thierno Souleymane Baal, qui a eu un seul fils qui s'appelle Ndiaye Souleymane. Ndiaye Souleymane a eu un seul fils qui s'appelle Ismaïla Ndiaye, parce que jusque-là c'est juste un seul fils. Celui-là a eu un autre qu'il a appelé Ndiaye Ismaïla. Ndiaye Ismaïla a eu Amat Ndiaye. Amat Ndiaye a eu Souleymane Adam, qui est le père de ma mère, Amina Souleymane Baal, et Ndiaye Baal, qui est le père de Racine Baal. Et de cette génération, il reste aujourd'hui que ma mère, Amina Souleymane Baal, et Abdoulaye Baal. En fait, c'est des aînés. Donc je pense qu'on peut vraiment apporter. La science, je pense qu'on ne développera plus, on ne va pas trop s'appesantir parce que c'est pas le moment, on va laisser monsieur le docteur Sall revenir sur tout ça. Il y aura un grand travail qu'on fera, bien sûr en concertation avec monsieur le professeur Iba Der Thiam, à qui on va confier vraiment tout ce que Souleymane Baal avait écrit et comment il avait vu tout ça, quels sont les actes qu'ils avaient posés et tout ça est très bien conservé. Je pense que à la fin de la séance, après la présentation de quelques-uns de ces livres écrits de sa propre main, le reste, je pense qu'on pourra le voir ensemble. Voilà ce que je voulais dire pour la chose. Je vais passer maintenant la parole à M. le professeur Mamadou Sall, auteur de l'ouvrage que je fais de Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas comment commencer, monsieur le professeur. Par des remerciements, d'abord, forcément. Remerciements adressés à tous ceux qui sont autour de moi, qui m'ont encouragé. Professeur Boubacar, comme il l'a dit, c'est un ami, mais c'est aussi un modèle. Modèle de patriotisme, modèle d'engagement, modèle d'intellectuel,
j'allais dire modèle de politicien, mais au sens noble du terme. Mamadou Seydou Ba, c'est un compagnon intellectuel qui a la même orientation, qui a façonné presque de la même manière que moi, mais qui me dépasse de loin dans la connaissance de la culture de la sous-région. Son livre, il est modeste, sur l'état des Almamies, est un livre que tout le monde devrait connaître. Merci, c'est un grand professeur. C'est ça qui fait parfois mal et qui nous donne des frustrations. Les intellectuels comme M. produisent et écrivent de l'histoire. Le département d'histoire de l'UQAM, UGB n'en a pas, produisent et parlent de l'histoire, mais ils ne se rencontrent pas. Ils ne considèrent pas M. Seydouba comme un historien, lui aussi, parfois, il a recours à leurs travaux, mais jamais vous ne verrez dans une œuvre historique une référence à M. Seydouba. C'était ça mon défi, de montrer que, et c'est ça qui m'a amené dans la commission source du projet de l'histoire que le professeur dirige. Quand j'ai vu la première fois professeur, doyen va me peut-être conforter dans cela, on m'a donné beaucoup de pages sur la bibliographie du travail qu'on va faire dans une commission 2, quelque chose comme ça. J'ai parcouru rapidement. J'étais avec feu une amie, Ndaye Sorna Gueye. Je dis Ndaye Sorna, je suis un peu frustré. Toutes les références citées pour écrire l'histoire du Sénégal, il n'y a pas une source arabe. Ça me pose des problèmes. Comment on peut écrire l'histoire du Sénégal sans qu'il y ait des sources arabes? Il m'a dit Yuriana, regardez les chroniques de Siri Abbas, de la Fosse qui a traduit. Regardez beaucoup de choses qui sont traduites. Oui, Ndaye Sorna. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ce qu'on appelle une source primaire. Tout le monde sont des sources secondaires, c'est des sources traduites par de la Fosse, parfois par Henri Gaden. Je n'ai pas tellement confiance en eux, mais on a que. Mais allez voir directement les sources. Il m'a dit, Yuri, il y a un problème. Le département d'histoire n'a pas d'arabisant. J'étais un peu surpris. Voilà. Donc, la césure, la rupture est là, professeur. Mamadou Seydouba, historien à côté, qui produit en arabe, département d'histoire, qui produit en français de l'histoire du Sénégal, mais ils ne se rencontrent pas. Donc forcément, les uns commencent par l'histoire coloniale, à partir de la Bible française, les autres peuvent aller au-delà de ça, parce qu'il y a une production en caractère arabe, je ne dirais même pas en arabe, mais en caractère arabe. Ça, c'était ça. C'est pour remercier mon Seydou, remercier le professeur Bouba qui m'a beaucoup appuyé, encouragé dans tout ce que je fais. Je n'oserais pas écrire de l'histoire, c'est pas mon domaine, il l'a dit. Mais l'objectif était quoi? J'ai une fille qui est au lycée maintenant, je commence à vieillir, qui est en seconde. Je lui pose la question, Adam Nikan Suleiman Ba, en Poulard. Vaguement, oui, j'ai entendu parler de lui. Où ça? Peut-être en primaire. Et après, il s'arrête. Elle s'arrête, elle ne sait pas. Je pose la même question à d'autres élèves qui sont au lycée. Ça ne passe pas. Il y a un problème, professeur. J'essaie de pousser les collègues. L'un des collègues est là, Aboubakri Kébé, qui sont très outillés pour faire ce travail-là, parce qu'il est bilingue comme moi, parce qu'il connaît bien l'histoire du Fouta, pour produire quand même de petits livrets pour les élèves. Mais ils sont très occupés. Vous savez, nos carrières académiques, il faut que nous produisions pour avancer, le professeur le sait. Nous sommes coincés par nos carrières académiques. Chacun de nous produit pour avancer, pas pour la société. C'est ça le système éducatif du Sénégal. C'est presque de l'égoïsme, professeur Khan. Nous produisons pour avancer, nous ne pensons pas aux autres, forcément. Ça peut avoir des avantages. Après, c'est le professeur fait. Maintenant, il produit pour les autres. Mais nous, à notre niveau, nous n'avons pas encore atteint le top. Nous pensons à nous-mêmes, à notre carrière. Et quand nous atteignons le top, c'est parce que nous avons vieilli. Nous reste 10 ans de carrière. Donc on se repose. On fait autre chose, mais on ne pense pas aux jeunes. Donc j'ai voulu créer un petit groupe pour penser aux jeunes, en disant que chaque enseignant supérieur produise un petit livret pour les jeunes. C'est faisable. Un tout petit peu de ses connaissances pour les jeunes. Et après, il s'occupe de sa carrière. J'ai eu des difficultés à faire passer, je vais plonger, c'est pas mon domaine, je vais plonger. Il se trouve qu'il y a un responsable de CIMEF qui est là, je pense que c'est Imam Dramé. Ils m'ont invité, Imam Kanté.
Et je voudrais remercier vraiment Imam Kanté et ses amis. Tariq Ramadan descend souvent au Sénégal et tient des conférences et remplit des amphis. Tariq Ramadan remplit des amphis du Sénégal. Les jeunes sont avides et veulent écouter Tariq Ramadan. Ils descendent à Saint-Louis dans un amphi bondé, avec la sécurité partout, des caméras partout. Parce que Tariq Ramadan, maintenant, est international, il vient là-bas. Autour de lui, quelques collègues, mais souvent des politistes qui sont sortis de Sciences Po. On appelle islamologues maintenant, parce qu'ils ont fait de l'islam. Mais on parlait de la bonne gouvernance. Imam Kanté ne me démentira pas. Et j'ai eu un peu de frustration. On a balayé l'histoire du Sénégal. Les références à bonne gouvernance ne sont pas au Sénégal. Ça m'a fait mal. Je n'étais pas au présidium, mais j'étais dans la tribune. Je suis intervenu, si se souvient. Je dis, il y a une période qui est intéressante dans l'histoire du Sénégal. Prenez le 18e, ne commencez pas du 19e, le 18e. Vous verrez quelques références et peut-être ce colloque pouvait être enrichi par des références internes. Et sortant de cette rencontre, Imam Kanté et ses amis m'ont invité à participer au colloque du CIMEF à Dakar. Et j'étais avec le professeur, avec Mansour Sy Djamil, et c'est là que j'ai eu quand même l'idée et j'ai pris la décision de produire quelque chose pour la jeune génération. Parce que, imaginez le professeur, le texte que j'avais produit est traduit en espagnol, je l'ai vu dans le net, en espagnol, c'est pas qu'il a traduit, je pense qu'en italien, parce que le colloque était international, mais au Sénégal, le texte n'est pas passé comme il faut. Et ailleurs, c'est passé rapidement. Les autres Africains m'ont entouré en me posant des questions. Est-ce que ce que je dis est réel? Est-ce qu'il y avait quelqu'un comme ça au Sénégal? Je dis, ah, ce sont les recherches qui me l'ont prouvé, et j'ai les sources, je les ai mis. Donc voilà les motivations. J'ai décidé de dire, je vais consacrer au moins quelques temps à la jeune génération, à la nouvelle génération. Et j'ai consulté comme Doyen Bouba, et je lui ai dit, c'est vous qui allez préfacer ça, parce que vous êtes une référence. Le professeur est tellement occupé. Ce que Doyen Bouba ne sait pas. Le deuxième manuscrit, je l'avais envoyé au professeur pour préfacer. Il y a longtemps, il l'a oublié. Il est tellement submergé par les demandes de préface, parfois il oublie. Il m'a appelé une fois au téléphone en me disant que, mais Yuri, vous ne m'avez pas donné un manuscrit à préfacer? Je dis oui, professeur. Mais après, il a encore oublié. Finalement, je dis non, je vais le soulager. Il ne va pas préfacer. Ce n'est pas encore préfacé. Mais non, je vous décharge maintenant. Je sais qu'il est tellement sollicité pour ça, parce que c'est normal aussi, qu'il ne l'a pas encore préfacé. C'était sur l'arabophonie du Sénégal. J'ai eu peur pour le sortir parce qu'il y avait la francophonie. Je dis, ah, je vais créer une polémique inutile en parlant d'arabophonie. Ce n'était pas mon objectif. Je laisse passer quand même la clameur et après on verra. Est-ce que je ne vais même pas changer de sujet? L'arabophonie, ça fait un peu confus. Voilà les motivations en disant que peut-être il y a une voie de synthèse à trouver pour le bénéfice de tous les Sénégalais du Sénégal pour avoir une vraie histoire. Si les efforts sont conjugués entre ceux qui acceptent aux écrits arabes, si ceux qui acceptent aux écrits en caractère latin ou en caractère arabe, comme on dit. Parce que moi je dis en caractère arabe parce que les textes que j'ai pu trouver à l'IFON sont des textes les plus anciens, c'est en soninké ou bien en pulaar, mais en caractère arabe. Le premier texte que j'ai consulté, c'est le texte de Lamine Mabo Guissé. Malheureusement, maintenant en caractère latin, mais heureusement l'original, mon Seydou m'a donné en caractère arabe. Et vous savez, même les cahiers de Yoroboli Diao, au départ, l'original était en caractère arabe. Mais les gens transmettent en caractère latin, même si c'est en caractère latin, pour dire que l'importance de cette langue pour écrire notre histoire. Je voudrais remercier l'ensemble des invités, monsieur le conseiller du président, messieurs les ministres, chers collègues, et monsieur le général Nian, et les promotionnaires du Caire, je les vois, ils sont dans la salle, ceux qui étaient moi en Égypte, et les autres qui sont de l'Université Gaston Berger, de l'Université Dakar. Je voudrais vous tous vous remercier d'être ici et de penser que pour cette Yann Diallo-là, il m'a beaucoup appris sur l'histoire du Fouta, que c'est un début. La collection, je dois connaître, doit être enrichie. Chacun de nous, un effort pour la nouvelle génération. 50, 70 pages, c'est pas beaucoup. En attendant que le professeur
Et l'équipe termine l'histoire du Sénégal, l'histoire générale du Sénégal, mais ça n'empêche pas d'essayer quand même d'alimenter et d'aider nos enfants, nos petits frères à connaître un peu l'histoire du Sénégal. Enfin, pour ne pas monopoliser trop la parole, je voudrais remercier la famille. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai même pas pensé à la famille quand j'écrivais ça. Je pensais seulement aux lycéens. C'était ma cible. Les lycéens du Sénégal pour connaître l'histoire du Sénégal, les collégiens. C'était ça ma cible. Mais il y a un collègue qui a acheté un exemplaire, qui l'a amené là-bas. Et j'ai vu qu'il était important de contacter la famille immédiatement. On a envoyé un exemplaire là-bas et finalement de les contacter pour dire qu'il y a une cérémonie, si vous pouvez être présent. Hier, ils m'ont invité chez Hamdoura ici. Professeur, quand ils m'ont montré l'œuvre de Souleymane Baal, j'ai tiqué. Tout est bien conservé. Je n'ai jamais pensé que c'est 18e. Le texte le plus ancien que j'ai, c'est le texte 19e de Lamine Mabou Lycée, compagnon de Cheikh Omar, écrit en caractère poulard, en catalan, mais en poulard. Et là, on m'a mis devant des textes du 18e, dès le 18e même. Et puis tout ce que Souleymane Baal pensait est là, gardé intact. De son fait, parce qu'il a eu de la matière, il a réfléchi comment garder un manuscrit de l'écriture intact durablement. Là, il a décrit carrément comment conserver de l'écrit durablement à l'époque, avec du maïs et d'autres matières qu'il a essayé de créer pour pouvoir écrire et garder ça durablement. C'est ça qui a sauvé les manuscrits. Hier, vraiment, j'étais ailleurs quand ils m'ont montré les manuscrits. J'ai dit ça, il faut montrer ça au professeur et à Bouba pour savoir que les écrits de Cheikh Souleymane Baal sont là, bien gardés. Maintenant, il faut voir avec la famille comment exploiter tout cela. C'est une richesse inestimable. Et vous savez, dans notre commission source, c'est ça qu'on voulait avoir. Allez essayer d'explorer les manuscrits et nous voilà devant une famille très gentille qui a gardé intact. Jalousement, c'est normal, heureusement, mais maintenant ils sont prêts à en faire profiter à tout le monde. Et je termine par là. Je remercie tout le monde et j'espère que c'est un bon début pour nos collègues et qu'on va continuer sur la même lancée. Je salue le directeur de la Ligue islamique mondiale, ici présent, et tous ceux que j'ai pas pu citer. Et merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des contributions de conservation? Parce que vous savez que quand l'université de Pire aussi a été attaquée par les Français, la population de Pire, avec conscience que la seule chose qui pourrait occuper en ce moment-là le gouverneur, c'était d'arriver à Pire et de mettre la main sur le matériel de travail, les Corans et tous les livres que l'on utilisait pour enseigner. La population de Pire s'est réunie, ils se sont concertés, ils ont décidé de laisser leur maison entièrement ouverte, mais de faire en sorte que le patrimoine religieux ne puisse pas être accessible. Et ils ont pu creuser des trous, mettre tout ça à l'intérieur, découvrir de manière que l'eau ne puisse pas le détruire, et ensuite ils ont fait le serment qu'aucun d'entre eux ne révélerait l'endroit où ça se trouve. Et c'est comme ça que quand le gouverneur est arrivé, il n'a pu trouver aucun livre. Aucun livre. Il a laissé des espions sur place, ils sont restés pendant plusieurs années, ils n'ont jamais pu savoir comment les livres ont été sauvés. Et en fait, de compte, ces livres ont été sauvés. On parle de science dans nos pays, ça c'est de la science. Savoir qu'en utilisant du maïs, on peut en faire un produit qui sera de l'encre indélébile, que l'eau ne peut pas détruire. C'est extraordinaire, c'est voilà la science. Il a décrit dans un jeu de couleurs. Il y avait le jeu des couleurs. C'est le manuscrit. C'est le manuscrit. C'est le manuscrit.
Le professeur, vous allez commenter toutes les